8h13, votre invité Sonia Mabrouk est l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui président de l'ONG PNC France. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Bernard Accoyer. Bonjour Sonia Mabrouk. Comment la France, qui était un pays exemplaire pour sa fiabilité en matière d'électricité et qui avait une électricité bon marché, comment notre pays en est arrivé là aujourd'hui ? De façon extrêmement surprenante et inquiétante, l'autorité qui aurait dû alerter le gouvernement a laissé fermer 12 gigawatts de puissance pilotable, c'est-à-dire des centrales que l'on met en marche lorsqu'on a besoin d'électricité. Parce que dans un système électrique, ce qui compte, c'est de pouvoir répondre à la demande, et en particulier à ce que l'on appelle la demande de pointe, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de demandes en hiver qui fait froid. Il y a eu des alertes, Bernard Accoyer, il y a eu des alertes de la part de techniciens, d'ingénieurs qui s'y connaissent parfaitement dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'on est resté sourd à ces mises en garde de spécialistes ? Pourquoi cette chape de plomb ? Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a eu une idéologie qui a infiltré, qui petit à petit a persuadé l'opinion, qui est rentrée dans des services, y compris des services de l'État, dont certaines associations sont même financées, subventionnées par des entreprises qui elles-mêmes sont financées par les consommateurs d'électricité ou par des services du ministère qui sont financés par nos impôts, et ils ont imposé une idéologie anti-nucléaire. Bien sûr, le nucléaire est une technologie qui exige des mesures de précaution, mais elles sont parfaitement connues. Aucune technologie de production d'électricité n'est autant surveillée, d'ailleurs, ni aucune technologie. Nous allons en parler. Vous avez publié, Bernard Accoyer, il y a quelques mois, un livre intitulé « Une affaire d'État, la tentative du sabotage du nucléaire français ». Sabotage ou inconscience ? Ou mauvais choix ? Est-ce que le scénario était écrit à l'avance ? Nous avons besoin de savoir, parce que nous vivons une situation compliquée. On nous parle de rationnement, de coupures à venir. Est-ce que le scénario était écrit à l'avance ? Hélas, je pense que oui. En tout cas, moi je ne suis pas un spécialiste. Je suis entouré d'experts qui sont des scientifiques du nucléaire, de physique nucléaire, des ingénieurs du système électrique. Et ceux-là même s'exprimaient depuis des années en expliquant qu'il fallait garder des capacités de production d'électricité pilotable pour pouvoir faire face à ce que l'on appelle un aléa, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, aux difficultés d'aujourd'hui. Ils n'ont pas été entendus, ni par RTE, qui est l'organisme chargé de l'équilibre du réseau. C'était pourtant son rôle, de les écouter. C'est sa mission, effectivement, car ce n'est plus EDF qui est désormais responsable de l'équilibre du réseau. Contrairement à ce qu'on dit, parce que là, EDF a bon dos. Oui, évidemment, alors qu'il faut saluer le travail énorme qui est fait par les équipes d'EDF, qui font tout pour que cet hiver, il y ait le maximum de capacité de production dans un contexte qui est très difficile. Donc, c'est ça la cause. Donc, ces avertissements n'ont pas été entendus par RTE, ils n'ont pas été entendus par la CRE, Commission de régulation de l'énergie, ils n'ont pas été entendus par les services du ministère de l'Environnement qui, depuis 2007, sont également devenus responsables de l'énergie et avoir mis dans ce ministère l'énergie qui y est vue comme un procédé qui a des effets sur l'environnement n'était pas une bonne décision, mais c'était sous la pression de l'écologie politique. On va en parler, cette pression, mais il y a un nom, Bernard Accoyer, en ce moment évidemment, qui résonne, la centrale de Fessenheim. Est-ce qu'elle nous manque cruellement aujourd'hui ? Est-ce que sa seule fermeture a contribué en partie à nous mettre dans cette situation ? C'était 1,8 gigawatts, oui. Donc c'est effectivement important. C'était une centrale qui n'aurait pas été concernée par l'incident qui est en cours de réparation de la corrosion sous contrainte, qui n'est d'ailleurs pas un incident lié au vieillissement, mais qu'un incident comme on peut en trouver dans la conception d'un véhicule, d'un avion, d'un robot, et qui appelle des mesures de précaution. Et donc cette centrale, oui, elle manque, bien entendu. Deuxièmement, il y a eu aussi beaucoup de fermetures de centrales fossiles, à charbon, qui ne servaient que quelques heures dans l'année, quelques centaines d'heures au maximum. Et RTE a laissé fermer ces centrales alors qu'elle aurait dû dire qu'il ne fallait pas donner l'autorisation. Mais est-ce qu'il y avait des raisons ? Par exemple, pour Fessenheim, vous avez entendu Bernard Accoyer, le président de la République, affirmant entre autres que les travaux de maintenance n'étaient plus réalisés. Et cela depuis déjà presque
5 ans. Alors, il est sûrement mal informé parce que c'est tout à fait président mal inexact. En informé sur ce réalité, il sujet y a eu 700 millions de travaux de maintenance qui ont été effectués entre 2012 et 2019. Et 300 millions les 4 dernières années. Monsieur Bernard Accoyer, le président de la République ne peut pas être informé à ce sujet, ou c'est une fausse information qu'il délivre. Je pense qu'il y a toujours dans les rouages des ministères et dans les rouages de l'exécutif des personnalités qui sont foncièrement antinucléaires et qui peuvent effectivement conduire à ce que des personnalités, des très hautes personnalités disent des choses qui sont inexactes. Mais ce qui compte, Sonia Mabrouk, maintenant c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais alors quoi ? Relancer puissamment la filière industrielle nucléaire française ? Alors d'abord, et cela a été très bien dit tout à l'heure par Baptiste Morin, il faut prendre des décisions qui permettent d'accélérer la sortie de cette crise, c'est-à-dire reconstruire des puissances de production pilotables. Mais comment justement ? Vous avez entendu notre journaliste, il dit que la relance, c'est absolument pas pour tout de suite, qu'il y a alors effectivement, c'est pour ça que j'ai adressé hier un courrier aux parlementaires afin qu'ils se saisissent de l'urgence du problème et qu'ils fassent les choses dans le bon ordre. On a toutes les données, ça peut se faire en quelques semaines ou quelques mois maximum. On identifie les causes, nous venons de les dire, nous manquons de puissance pilotable. 2, on élabore un plan qui nous a manqué cruellement sur des données qui ne sont pas des données militantes, sous-estimant les besoins, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et ce plan, on le met immédiatement en œuvre en changeant la législation qui aujourd'hui est encore une législation. Un plan, une vision, modification de la législation, mais vous oubliez ce que vous dénoncez d'ailleurs depuis tout à l'heure, Bernard Accoyer, ce que vous parlez d'ailleurs dans votre livre, des lobbies antinucléaires qui ont un pouvoir et une influence, certains disent une nuisance, certaines jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Elles sont encore là ? Il y a encore des personnalités qui effectivement ont contribué à placer la France dans la situation où elle est. Mais je reprends, il faut tout de suite changer une législation qui prévoit encore, il est possible avec cette législation, de fermer encore 12 réacteurs. Il y en a déjà eu 2 qui ont été fermés en 2020. L'année précédente, on avait fermé, peut-être vous m'en parlerez, un réacteur expérimental de 4e génération. Et donc, il y en a encore 12 qui pourraient être fermés. Tout ça est évidemment complètement fou par rapport aux réalités. Mais effectivement, les ingénieurs, les scientifiques annonçaient ces difficultés. Ils n'ont pas été entendus. Que faut-il faire justement avec ces réacteurs de 4e génération à neutrons rapides, comme on dit ? Alors, actuellement, nous sommes sur une 3e génération qui est partagée dans le monde entier, qui a solide expérience, qui est robuste. L'EPR, c'est cette génération avec des mesures de sûreté qui sont absolument majeures. Et quant à la 4e génération, qui réalise ce qu'on appelle la fermeture du cycle de l'uranium, elle a été pensée, imaginée depuis le début de l'histoire nucléaire française, et elle conduit à utiliser les déchets des réacteurs des générations précédentes comme combustible. Et comme ce sont des surgénérateurs, ces réacteurs de 4e génération, ils fabriquent au moins autant, sinon plus de combustible qu'on leur en donne. Donc, en même temps, ça réduit le problème en très grande partie des déchets. Et surtout, la France dispose d'une réserve de combustible gratuite de plusieurs milliers d'années. Alors évidemment, la 4e génération, c'était la cible de l'écologie politique. Elle a eu sa peau en faisant fermer Superphénix par le gouvernement Jospin. Avec Elle a eu sa peau, c'est-à-dire qu'il s'agit de scalp, d'offrande qu'on a fait à l'écologie. Oui, écoutez, c'est un très grand physicien qui a employé cette expression, qui connaissait bien tous ces acteurs, Hervé Niffenegger, auquel je tiens à rendre hommage aujourd'hui, alors qu'il se bat contre la maladie. Et oui, en 97, ils ont eu la peau de Superphénix qui était raccordé au réseau. Certes, c'était encore un premier de série. Et puis, on a recommencé en 2019 en fermant Astrid, que Chirac avait voulu créer pour que la France reste dans cette compétition. Tous les pays du monde se remettent, tous les grands pays du monde se remettent au nucléaire, que ce soit les USA, le Japon. Qu'est-ce que vous répondez, Bernard Accoyer ? Il faut qu'on écoute les différents arguments à ceux qui mettent en avant la question de la sûreté des centrales, qui nourrissent une forme de peur également. De toute façon, tous les organismes qui fonctionnent un peu sur le mode sectaire instrumentalisent les peurs. Oui, bien entendu. Encore une fois, le nucléaire comporte des risques. Mais
aucune technologie n'est autant surveillée, aussi sûre. Et de surcroît, la France, avec l'autorité de sûreté nucléaire, a l'autorité la plus exigeante, la plus lourde du monde. C'est une bonne chose, il faut le prendre comme ça. Et donc, la sûreté, elle est assurée. Et c'est la technique de production d'électricité qui, dans le monde, a fait le moins de victimes. Par rapport au charbon, par rapport au gaz, y compris par rapport au solaire, parce que quand on installe des panneaux, on peut tomber du toit. Et quand on additionne tout ça, malheureusement, y compris avec le drame de Tchernobyl, qui était un drame lié à une technologie qui n'est plus utilisée depuis très longtemps, avec une centrale qui n'était plus sérieusement ni contrôlée, ni pilotée par des gens compétents, qui est arrivé. Donc voilà, alors, la sûreté. Ça, c'est l'argument de la sûreté. Ça, c'est la sûreté. Autre argument qui est souvent opposé, c'est comment sécuriser les approvisionnements en uranium. Vous avez entendu, par exemple, le socialiste Olivier Faure qui dit on va se fournir en uranium en Russie, qui a un risque de dépendance. Là encore, il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. D'abord, les mines d'uranium sont réparties un peu partout sur la planète. Il y en a aussi beaucoup au Canada, et il y en a dans différentes parties du monde, tous les continents. Et puis surtout, la France dispose de plusieurs années de réserves d'uranium, pour ce qui est de l'uranium qu'on utilise actuellement dans la 3e génération. Et encore, je vous l'ai dit, plusieurs millénaires si on développe, comme il le faut, le nucléaire durable, la 4e génération, durable au sens onusien du terme, au sens de la charte de l'environnement, c'est-à-dire un process qui répond aux besoins d'une génération sans empêcher les générations suivantes de pouvoir répondre à ses propres besoins. Dans ce cas-là, ça s'appelle une énergie d'avenir. Et bien entendu, et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les grands pays du monde se tournent à nouveau vers le nucléaire, y compris le Japon. Vous dénoncez, Bernard Accoyer, l'infiltration des anti-nucléaires dans votre livre. C'est même, vous dénoncez, j'allais dire, sévèrement. Vous mettez la plume là où ça fait mal, avec une tentative de sabordage. Les mots sont forts. Et vous connaissez l'expression « d'où parlez-vous » vous-même, Bernard Accoyer. Vous êtes le président de PNC France, Patrimoine nucléaire et climat. C'est une association, une ONG de défense de notre patrimoine nucléaire. Est-ce que aussi un lobby, à votre manière, pro-nucléaire également? Est-ce qu'il faut opposer, justement, au lobby anti-nucléaire d'autres lobbies dont vous feriez partie? C'est une question que je vous pose. Nous défendons un patrimoine. C'est un patrimoine scientifique et la France a apporté une très très grande contribution à la maîtrise de l'atome, de la fission. Deuxièmement, c'est une association, une ONG qui n'a aucune subvention. Nous fonctionnons uniquement avec les cotisations de nos membres et par le bénévolat, à la différence de toutes ces grandes ONG internationales antinucléaires dont les financements sont parfois pas très clairs et proviennent de l'étranger et qui mériteraient d'ailleurs certainement une analyse extrêmement sérieuse. Et également, à la différence de toutes les associations antinucléaires qui sont également financées assez souvent par des subventions et qui s'autoproclament comme disant la vérité. Mais c'est très difficile de défendre ce qui est rationnel. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Vous le faites aujourd'hui, on entend de plus en plus d'alertes, on l'a dit, de la part de politiques, de techniciens et d'ingénieurs. Mais où étaient-ils toutes ces personnes, toutes ces alertes il y a quelques années? Pourquoi à ce moment-là, vous avez cité RTE et d'autres qui n'ont pas écouté, mais vous étiez vous-même dans le sérail, au cœur de l'action politique, dans le chaudron véritablement. Pourquoi est-ce que d'autres voix, des garde-fous, ne se sont pas élevées plus fortement? Parce que le travail qui a été effectué depuis des décennies par les associations antinucléaires a imprégné et avait imprégné l'opinion, les médias, les observateurs, et que la maîtrise scientifique dans les rédactions est quand même moins importante qu'elle a pu être à d'autres moments. Et puis, et ça a été l'objet d'une de mes dernières initiatives parlementaires, la science n'a plus la place qu'elle aurait toujours dû garder au moment de la décision publique. Et les idéologies, bien souvent, ont suppléé la place de la science. C'est ce qui explique la situation dans laquelle nous sommes, où une idéologie a rendu inaudibles les scientifiques, les techniciens qui donnaient l'alerte depuis longtemps. Pour conclure, on a envie de dire quel gâchis, mais peut-être qu'on peut aussi, j'allais dire, porter un espoir, se dire que la France peut retrouver cet atout compétitif, une électricité fiable et bon marché. Il le faut. Il le faut, et pour cela, il faut que les parlementaires se mettent au travail, changent les textes qui sont en vigueur. C'est faisable, c'est une question de volonté politique, et ça permettra de réaliser ce qu'a dit le président de la République lui-même dans son discours de Belfort, car pour le moment, il n'y a que le discours, et le texte annoncé ne concerne que les énergies renouvelables qui ne résoudront pas le problème. Donc il faut passer des paroles aux actes. Merci Bernard Accoyer d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.